Le 6 février 2014, la Norvège s'était figée sous un manteau d'hiver. Les montagnes enneigées se dressaient comme des remparts muets, et le silence qui régnait autour de la rivière Plura semblait presque irréel. Pourtant, sous cette tranquillité, se cachait un gouffre que seuls quelques êtres humains osaient affronter. Le réseau souterrain de Plura Cave, la cavité submergée la plus profonde d'Europe du Nord. Dans une camionnette stationnée près de la rivière gelée, 5 hommes s'équipaient méthodiquement. Pas de bavardage inutile, seulement le souffle court et concentré d'hommes habitués à frôler l'extrême. Leurs gestes étaient précis, presque rituels. Vérifier les détendeurs, ajuster les sangles, préparer les scooters sous-marins. Kai Konkanin, 46 ans, resserra les attaches de son gilet stabilisateur en silence. Ses yeux bleus, fatigués mais durs, trahissaient un passé douloureux. Il n'avait pas oublié, comment aurait-il pu, la noyade de son ami et compagnon de plongée dans une carrière finlandaise 1 an plus tôt. La douleur pourtant ne l'avait pas retenu. Aujourd'hui, il s'élançait de nouveau dans les ténèbres liquides, comme si affronter la mort était devenu sa seule manière de continuer à vivre. À ses côtés, Patrick Grankvist, 42 ans, vérifiait ses bouteilles avec un calme presque surnaturel. Plus jeune, Jari Utarinel, 40 ans, paraissait tendu, crispant sa mâchoire chaque fois que son regard croisait celui de Kai. Jari Osamaki, 34 ans, cherchait à se détendre en lançant quelques blagues nerveuses que personne n'avait l'énergie de relever. Enfin, Vesa Ranttinen, 33 ans, le plus jeune, s'appliquait à imiter les gestes des autres comme pour prouver qu'il était digne d'être parmi eux. Ils savaient tous ce qu'ils affrontaient. Une plongée de 5 heures, dans l'eau glaciale et opaque, au cœur d'un labyrinthe inconnu. Les risques, illimités. Une déchirure de combinaison, une panne de lumière, un cylindre coincé et c'était la mort, lente, glacée, inévitable. On coupe la glace, on se sépare comme prévu et on suit le plan à la lettre, lança Patrick d'une voix ferme. On se sépare ? Demanda Vesa, hésitant. Oui, répondit Kai d'un ton sans appel. Patrick et Jari H passent les premiers avec les scooters. Nous autres, on attend 2 heures, le temps que l'eau se clarifie. On ne prend pas le risque d'une visibilité nulle. Un silence pesant suivit. Ils savaient tous ce que cela voulait dire. Que 2 d'entre eux plongeraient seuls, puis 3 autres suivraient dans le noir espérant retrouver leurs compagnons de l'autre côté. Mais personne n'osa contester. Lorsque la scie mécanique entama la surface de glace, le bruit grinçant résonna comme un avertissement. La lumière du jour s'engouffra brièvement dans le trou triangulaire qu'il venait d'ouvrir. Puis, l'eau noire reprit possession de l'ouverture. Ils étaient prêts. Patrick et Jari H furent les premiers à basculer dans le trou. L'eau les avala instantanément et la surface gelée se referma derrière eux, comme une dalle funéraire. À l'intérieur, il n'y avait plus que le silence absolu, brisé seulement par le rythme mécanique de leur respiration. La lumière de leurs lampes perçait un cône étroit dans l'obscurité, révélant les parois rocheuses couvertes de sédiments qui s'élevaient comme les murs d'une cathédrale engloutie. Les scooters sous-marins les propulsèrent doucement dans le tunnel. L'eau était glaciale, mordante, s'infiltrant malgré les combinaisons étanches. Chaque battement de cœur résonnait dans leur temple comme un tambour sourd. 2 heures plus tard, le second groupe se mit en place. Kai, Jari Osamaki et Vesa s'enfoncèrent à leur tour dans le gouffre. Dès les premiers mètres, l'ombre et le froid les enveloppèrent. Le monde extérieur disparut. « Ça va ?» lança Kai en geste lumineux dans la direction de Vesa. Le jeune plongeur fit un signe de tête rapide, mais son regard trahissait une peur viscérale. Le trajet jusqu'à la première chambre d'air fut éprouvant, mais sans incident. Dans cette bulle, longue de 250 mètres, ils purent brièvement retirer leur détendeur, échanger quelques mots. « Si c'est comme ça tout le long, ça ira », souffla Vesa haletant. Kai ne répondit pas. Son instinct lui hurlait que ce n'était que le calme avant la tempête. La descente reprit, de plus en plus serrée, de plus en plus noire. Puis, ils atteignirent un passage cauchemardesque, un couloir étroit avec un virage brutal. Même un plongeur sans équipement aurait eu du mal à s'y faufiler. Patrick en tête hésita. Derrière lui, Jari H avançait péniblement. Soudain, la lampe de Jari s'éteignit. Puis elle se ralluma, clignotante, affolée. Patrick fit volte-face et vit son ami lutter. Son cylindre de secours s'était accroché dans la roche, l'empêchant d'avancer. Ses yeux de Jari exprimaient une terreur animale. Patrick lâcha son scooter, revint en arrière et tenta de dégager le cylindre.
Ses doigts tremblaient, chaque mouvement risquait de déchirer la combinaison. Enfin, le cylindre céda. Mais quand il tourna à nouveau la tête, la vision le frappa comme une lame glacée. Yari avait arraché son embouti pull. Ses poumons s'étaient déjà remplis d'eau. « Non, non !» cria Patrick dans son masque, sa voix étouffée par l'eau. Mais il était trop tard. Dans l'obscurité, il ne restait plus que le corps inerte de son ami, flottant doucement dans le tunnel comme une marionnette désarticulée. Et Patrick comprit. S'il cédait à la panique, s'il se laissait taper par l'horreur, il rejoindrait Yari dans les bras glacés de Plura. Alors il détourna les yeux, serra les dents et continua seul. La mort de Yari H avait brisé l'équilibre fragile de l'expédition. Plura n'était plus seulement un gouffre à explorer, mais une tombe qui choisissait ses victimes. Patrick, seul désormais, avançait dans le silence oppressant. Sa respiration résonnait dans son casque comme une horloge funèbre. Chaque inspiration rappelait qu'il était encore en vie, chaque expiration, une prière pour que cela dure. Lorsqu'il consulta son ordinateur de plongée, son sang se glaça. 400 minutes de décompression obligatoire. Ce qui devait être une plongée de 5 heures s'allongeait à 9 heures. 9 heures à endurer le froid, la peur, l'isolement. « Je dois continuer, je dois sortir », répétait-il dans son esprit, comme un mantra. Pendant ce temps, à l'arrière, le second groupe avançait. Vessa en tête distingua une lumière viblotante dans le passage étroit. Il crut un instant que c'était un signe d'espoir, jusqu'à ce que la lumière éclaire le visage livide de Yari H, son corps inaudible bloquant le couloir. Vessa s'arrêta net, la panique montant en lui comme une vague glacée. Derrière lui, Yarius arriva, aperçut la scène et son esprit se brisa. Ses gestes devinrent désordonnés, ses bulles d'air se succédaient trop vite, il hyperventilait. Kai tenta de le calmer, lui attrapa le bras, mais l'instinct primitif de survie de Yarius avait déjà pris le dessus. Ses yeux exorbités cherchaient une escue. Son souffle s'accéléra, puis soudain, il s'étouffa, ses poumons s'emplissant d'eau. En quelques secondes, il ne restait plus qu'une silhouette immobile dérivant dans l'obscurité. « Non, non !» hurla Kai dans son régulateur, frappant l'eau de rage. Mais sa colère ne pouvait rien contre l'implacable gouffre. Plura venait de réclamer sa deuxième victime. Devant, Vessa, fou de peur, ne refusait pas de reculer. Le corps de Yari H bloquait le passage, mais il préféra forcer le passage, frappant de ses palmes, s'acharnant à se frayer un mâche-main. Kai lui fit signe de revenir, de faire demi-tour. En vain. Vessa disparut dans l'étroit goulet, laissant Kai seul, entouré de ténèbres et de cadavres. Il comprit alors que Plura ne voulait pas seulement tester leur endurance, mais briser leur esprit. Le silence n'était plus une absence de son, mais une présence oppressante, pesante, presque consciente. Kai fit demi-tour. Son souffle était régulier, mais son cœur battait comme un tambour de guerre. Chaque mètre parcouru vers la sortie semblait une éternité. L'eau glaciale s'infiltrait dans ses gants, ses doigts perdaient de leur sensibilité, sa lampe faiblissait. Pourtant il avançait, animé par une seule certitude. S'il s'arrêtait, il mourrait. Après 8h30 passées dans ce tombeau liquide, Patrick atteignit enfin une chambre d'air. Quand il retira son détendeur, ses lèvres bleuies tremblaient. Ses yeux vinrent errer dans le vide, comme ceux d'un homme revenu de l'enfer. 1 heure plus tard, Vessa, miraculeusement encore vivant, émergea à son tour. Il avait réussi l'impossible, franchir le goulet où gisait le corps de Yari H. Son souffle était rauque, sa voix brisée lorsqu'il prononça quelques mots à Patrick. « Ils sont morts, tous !» Patrick baissa les yeux. Aucun mot ne pouvait répondre à cela. De l'autre côté du réseau, Kai seul continua sa lente ascension. Quand il brisa enfin la fine couche de glace à la surface, il poussa un cri guttural, mélange de rage et de délivrance. Rampant hors de l'eau, il s'effondra dans la neige, haletant, glacé jusqu'aux os. À 1h30 du matin, il retrouva leur camionnette. Les sièges vides semblaient le narguer. Était-il le seul survivant? Le doute lui broyait la poitrine. Puis vers 2h, des silhouettes apparurent dans la nuit glacée. Patrick et Vessa, tremblants, épuisés, mais vivants. Aucun mot ne fut échangé. Ils se contentèrent de s'asseoir, les regards perdus dans le vide, conscients que Plura avait pris sa part et les avait épargnés, cette fois. La grotte de Plura, silencieuse sous la glace, redevenait invisible au monde des vivants. Mais pour ces 3 hommes, elle ne serait plus jamais qu'un souvenir.
Elle était devenue une cicatrice, un secret gravé dans leur chair. 2 amis ne reviendraient jamais. Et pour Kai, Patrick et Vesa, le poids de cette nuit les hanterait à jamais. Septembre 2018. Dans les montagnes d'Abkhazie, une brume épaisse glissait entre les pins et les parois rocheuses. Là, se cachait une gueule sombre. La grotte de Verovkina, gouffre béant plongeant à plus de 2200 mètres sous terre, la cavité la plus profonde jamais explorée par l'homme. Moins d'humains avaient atteint son extrême fond qu'il n'y en avait à avoir foulé la Lune. C'est ce défi démesuré qu'accepta une équipe menée par le spéléologue russe Pavel Demidov. À ses côtés, plusieurs vétérans russes aguerris, mais aussi 2 nouveaux venus du Royaume-Uni, le photographe Robbie Shawn et son assistant Jeff Wade. Leur mission semblait simple, documenter les merveilles de l'abîme et récolter des échantillons de micro-organismes encore inconnus. Mais rien, absolument rien n'était simple à Verovkina. Chacun portait plus de 30 kg de matériel harnaché sur leur dos comme marmure. Leur corps était engoncé dans des couches de vêtements thermiques car l'air souterrain stagnait à quelques degrés au-dessus de zéro. Dès l'entrée, une descente verticale de 32 mètres les avala d'un seul coup. Suspendus à leurs cordes, la lumière de leur lampe frontale découpait des parois ruisselantes. Le grondement du vent extérieur disparut aussitôt, remplacé par un silence épais, troublé seulement par le clapotis des gouttes. Puis commença le vrai chemin. Des kilomètres de tunnels tordus, boueux, étroits. Il fallut 8 heures de lutte pour atteindre le premier camp, à 600 mètres de profondeur. Et ce n'était que le début. Jour après jour, ils progressaient. Chaque camp souterrain devenait un fragile refuge. Une barge tendue, quelques réchauds, un moment de répit où ils pouvaient enlever leurs gants trempés et manger des rations froides. Le sommeil était bref, toujours perturbé par l'humidité, la claustrophobie, le poids écrasant des milliers de tonnes de roches au-dessus d'eux. Pourtant, au fil des jours, la fatigue laissa place à une étrange fascination. Les tunnels se transformaient en cathédrales de pierre, ornées de stalactites scintillantes. Plus bas, à près de 2000 mètres de profondeur, un lac souterrain s'étendait, d'une couleur turquoise irréelle. Illuminé par leurs lampes, Robbie, l'œil collé à son appareil photo malgré l'épuisement, murmura à Jeff. « On dirait un autre monde. »« Oui, » répondit Jeff, sa voix résonnant dans la caverne, « un monde qui ne veut pas de nous. » Ils avaient raison, car sous la beauté hypnotique, Verovkina attendait son heure. Le 7e jour, le gouffre se rappela à eux. Un grondement assourdissant fit vibrer les parois. D'abord, ils crurent un séisme. Mais bientôt, un rugissement liquide emplit les tunnels. L'eau arrivait. Une crue soudaine déversée par des pluies lointaines se frayait un chemin à travers la montagne. Sur surface, 2 coéquipiers, Roman et Natalia, qui avaient quitté la grotte plus tôt, tentèrent de prévenir le groupe par câble téléphonique. Le message arriva jusqu'au camp profond. « Attention, ça monte !» Mais en bas, Robbie et les autres ne s'alarmaient pas encore. Les crues n'étaient pas rares. Ordinairement, elles passaient vite. Alors ils reprirent leurs activités. Grave erreur. Quelques heures plus tard, l'eau surgit dans leur camp. Elle jaillissait par une fissure, un flot glacé et violent qui gonflait chaque minute. Les sacs trempés flottaient déjà. Les lampes tremblaient sous les exclaboussures. « On doit bouger !» cria Robbie en harnachant ses cordes. « C'est trop tôt !» protesta l'un des Russes. « Attendons de voir si ça redescend. »« Tu ne comprends pas !» coupa Robbie, les yeux écarquillés. « Si on attend, on meurt ici !» Sans attendre, il se lança dans l'ascension, cramponné à la corde. L'eau frappait son visage, l'écrasant contre la paroi. Ses gants glissaient, ses muscles brûlaient. Chaque mètre gravi semblait lui arracher les poumons. Mais il savait qu'il était en tête. S'il tombait, personne derrière lui n'aurait la moindre chance. Derrière, Jeff suivait, ses dents claquant de froid. Les Russes hésitèrent, puis se lancèrent à leur tour, haletants. Après des heures de lutte, Robbie parvint à un replat plus sec. Trempé, glacé, ses jambes tremblaient de spasmes. Il s'adossa à la paroi, cherchant son froufle. Quelques minutes plus tard, une lampe apparut au loin. Jeff, exsangue mais vivant. Un silence lourd s'installa. Il n'osait pas se demander si les autres avaient survécu. Mais soudain, d'autres lumières apparurent au loin. Les Russes arrivaient. Un à un, ils surgirent de l'ombre, hagards, glacés, mais en vie. Ils s'installèrent dans un camp provisoire à 1900 mètres de profondeur. Pendant 20 heures, ils attendirent, blottis dans le noir, écoutant le martèlement de l'eau. Chacun se demandait s'il reverrait un jour la surface. Enfin, lentement, le niveau commença à baisser. Un miracle. Alors commença le retour. 4 jours de lutte, d'escalade, de fatigue animale. Mais cette fois, chaque mètre gravi rapprochait de la vie.
Lorsque la lumière du jour frappa enfin leurs yeux, leurs jambes fléchirent. Ils étaient vivants. Contre toute logique, Verovkina les avait laissés repartir. L'expédition devint légendaire. Mais pour ceux qui y survécurent, il n'y avait rien d'héroïque. Ce n'était pas une victoire, seulement une fuite. Verovkina n'était pas un trophée, mais un rappel cruel que sous la montagne, la mort guette en silence. Si cette histoire vous a glacé le sang, sachez qu'il en existe bien d'autres, encore plus sombres, encore plus étranges. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne Nuit d'Horreur. Chaque récit est une plongée dans les ténèbres. Mars 2001. Sur un forum obscur d'Internet, un certain Ted publia le premier article d'un journal en ligne. Ces mots avaient la simplicité d'un carnet de route, mais très vite, son récit capta l'attention. Il racontait une exploration étrange dans une grotte reculée, en compagnie de son ami Bee. Ils avaient progressé dans un réseau de tunnels étroits, rampant sur le ventre, les genoux meurtris contre la roche, jusqu'à déboucher sur un petit espace. Là, une curiosité les attendait. Un trou minuscule, à peine assez large pour y glisser un bras, d'où s'échappait un souffle d'air froid et régulier. « Tu sens ça ?» demanda Ted, la joue contre la paroi. « Oui » répondit Bee, intrigué. « Il y a quelque chose derrière, un autre passage. » Le vent hurlait doucement, comme une respiration lointaine. Pour Ted, cela ne faisait aucun doute. De l'autre côté s'étendait une salle encore inexplorée, et l'idée d'être les premiers à la franchir le grisait. Ils revinrent plus tard, armés de perceuses, burins, masses, mais le travail était harassant. L'espace autour du trou ne permettait qu'à un seul de travailler à la fois, coincé dans une position étouffante. Pendant 2 jours, ils frappèrent, grattèrent, élargissant de quelques centimètres seulement l'ouverture. C'est alors que les bruits commencèrent. Au départ, c'était un grondement sourd, semblable à un moteur lointain. Ils se dirent que c'était peut-être des camions sur une route voisine, mais la montagne était trop isolée et le grondement ne cessait jamais. Puis, le 10 février, ils ramenèrent la chienne de Bee. Fidèle compagne d'aventure, elle avait déjà exploré d'autres grottes sans crainte. Mais cette fois, à peine arrivée près du trou, elle se figea, les poils hérissés, les oreilles couchées. Elle gémit, recula, refusa d'avancer, même tirée en laisse. « Qu'est-ce qui lui prend » souffla Bee, inquiet. Ted fronça les sourcils. Les animaux sentent des choses que nous, on ne perçoit pas. Leur malaise grandissait, pourtant ils continuèrent. Les bruits devinrent plus étranges, des grincements, comme des pierres frottées entre elles. Puis, un soir de mars, alors que Ted élargissait encore l'ouverture, un cri jaillit. Pas un cri humain, pas un cri animal, un hurlement aigu interminable, le plus terrible son que Ted ait jamais entendu. Ils lâchèrent leurs outils, reculèrent, paralysés. Le silence retomba, lourd, menaçant. Bee chuchota. On devrait arrêter. Ted, pâle mais obstiné, secoua la tête. Non, on est trop près. À force d'efforts, ils finirent par creuser assez pour permettre à Ted de se glisser. La roche râpait ses épaules, ses bras restaient coincés le long du corps, il suffoquait presque, avançant centimètre par centimètre. Ses dents grinçaient de douleur à chaque frottement. Enfin, il bascula dans une salle plus vaste. Là, à la lueur tremblante de sa lampe, il distingua une pierre massive, parfaitement arrondie, posée contre un mur. Impossible que la nature ait sculpté une telle sphère. Plus loin, sur la paroi, des gravures énigmatiques, des silhouettes humaines stylisées, encerclant un symbole indéchiffrable. Le souffle de Ted s'accéléra. Il recula, glissa de nouveau dans le boyau étroit et raconta à Bee ce qu'il avait vu. Mais son enthousiasme était teinté de peur. Quelque chose dans cette salle ne ressemblait pas aux autres cavités explorées jusque-là. Décidés à en apprendre plus, ils revinrent avec un 3e homme, Joe. Mais ce jour-là, alors que Ted se préparait à repasser le goulet, il se cogna violemment la tête et fut pris de vertige. « Je ne peux pas aujourd'hui », souffla-t-il. Joe alors accepta d'y aller seul. Le temps passa. Trop de temps. Quand il ressortit enfin, son visage était cireux, ses lèvres tremblaient. « Qu'est-ce que tu as vu » demanda Ted, inquiet. Joe secoua la tête, les yeux perdus. « Je ne me sens pas bien. » Il sortit de la grotte et plus jamais il n'en reparla.
Ils décidèrent une ultime exploration, équipés cette fois d'un téléphone par câble et d'une caméra. Ted rampa à nouveau jusqu'à la salle, mais à peine arrivé, un grincement monstrueux résonna. Il sursauta, se cogna le crâne au plafond et sa lampe s'éteignit. Dans l'obscurité totale, il tâtonna, sortit une lampe chimique verte. La lumière révéla la salle vide. Soulagé, il attrapa le combiné téléphonique. Silence. La ligne était morte. Alors il vit. La pierre ronde avait bougé. Elle reposait désormais sur le câble sectionné. Quelque chose l'avait déplacée. Une odeur atroce, de chair pourrie et d'humidité rance envahit la narine. Derrière lui, un frottement, comme si quelque chose rampait. Terrifié, il se jeta dans le goulet, luttant pour avancer. L'air se fit plus lourd, étouffant, comme si la grotte elle-même voulait l'engloutir. Quand il ressortit, haletant, Bee était déjà en train de grimper vers la sortie, mais la corde, soudain, se tendit, tirée vers l'intérieur. Quelque chose dans le noir essayait de les retenir. « Coupe, coupe-la !» hurla Ted. Bee sortit son couteau, trancha la corde. Et il disparut aussitôt dans les profondeurs. Les deux hommes s'enfuirent, terrorisés. Quelques semaines plus tard, Ted posta une dernière note sur son blog. « Aujourd'hui, nous retournons dans la grotte. J'aurai des photos, des vidéos. Je reviendrai ce soir ou demain, au plus tard. À bientôt. » Puis, plus rien. Pendant 20 ans, Internet spécula. Certains parlaient d'une créature démoniaque, d'autres affirmaient que la pierre n'était pas qu'une barrière mais un portail. Jusqu'à une vidéo YouTube. La vérité éclata. Ted était bien réel, mais son récit était en grande partie fictif. Une histoire inventée pour effrayer, nourrir les forums, devenir une légende numérique. Mais pour ceux qui l'avaient lu à l'époque, la question restait ouverte. Et si tout n'était pas inventé ? Vous sentez ce frisson, ces histoires où la bordure entre réalité et cauchemar se brouille. Si vous aimez explorer ces zones d'ombre, abonnez-vous à la chaîne Nuit d'horreur. C'est là que les récits les plus glaçants prennent vie. Ploura avait glacé le sang. Verovinka avait testé les limites du corps humain. Mais l'histoire de Ted, elle s'insinuait dans l'esprit, éveillait une autre peur, celle de l'inconnu, du mystère sans réponse. Car parfois, la question n'est pas de savoir ce qui est réel, mais de comprendre pourquoi cela nous hante autant. Les grottes. Elles attirent et elles dévorent. Elles promettent la découverte mais n'offrent peu des ténèbres. Elles exigent un prix, parfois la souffrance, parfois la mort, parfois un secret qu'on ne devrait jamais connaître. À Pleura, la glace et l'eau noire ont brisé une équipe soudée, laissant 3 survivants hantés par les visages de leurs amis noyés. À Verovinka, c'est la montagne elle-même qui a grondé, libérant une vague implacable. Les explorateurs ont fui, mais chacun d'eux sait désormais que ce gouffre n'accorde pas de seconde chance. Et puis, il y a l'histoire de Ted the Caver, un récit qui aurait pu n'être qu'une fiction, mais qui, même aujourd'hui, s'accroche à l'imaginaire collectif comme une ombre persistante. Car parfois, ce que nous croyons inventé se nourrit de nos peurs les plus anciennes, celles que ni la science ni la raison n'arrivent à dissiper. 3 histoires, 3 visages de la même vérité. L'abîme n'est pas fait pour l'homme. Nous sommes des créatures de lumière, et lorsque nous osons plonger trop loin dans l'obscurité, il nous rappelle brutalement notre fragilité. Peut-être est-ce cela la véritable horreur. Savoir que la nature n'a pas besoin de monstres pour nous terrasser. Le froid, l'eau, le silence, le noir suffisent. Et parfois, comme dans le cas de Ted, l'horreur naît de l'imagination elle-même. Cette faculté à transformer un simple bruit, une odeur, une ombre en quelque chose d'infiniment plus terrifiant. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez dans un endroit silencieux, une cave, un sous-sol, une pièce plongée dans le noir, tendez l'oreille. Peut-être entendrez-vous un souffle, un grondement ou un cri. Et vous vous rappellerez que dans les ténèbres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Si ces récits vous ont tenu en haleine, sachez que ce n'est qu'un aperçu des abîmes de l'horreur. Rejoignez la communauté de Nuit d'horreur sur YouTube. Abonnez-vous et laissez-vous guider à travers les histoires qui glacent le sang. L'aventure ne s'arrête jamais, mais elle n'est pas sans risque.